cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Qui sont les compagnons de la libération ? L'histoire commence à Brazzaville, au Congo, le 15 novembre 1940, avec un télégramme. Le général de Gaulle écrit au colonel Fontaine, il évoque pour la première fois un ordre de la libération. J'ai décidé de créer un ordre ayant pour titre Ordre de la libération, avec comme décoration la croix de la libération. Les titulaires de cet ordre porteront le titre de Croisé de la libération. Croisé a été abandonné. Compagnon a été choisi. Oui, qui sont ces compagnons ? Vladimir Trouplin, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien conservateur du musée de l'Ordre de la Libération. Effectivement, qui sont ces compagnons ? Mais quel est cet ordre ? J'évoquais cette date du 15 novembre 1940. Première évocation. Dès le lendemain, il se passe quelque chose. Alors cet ordre de la Libération, c'est un peu la Légion d'honneur de la France libre. Le général de Gaulle se trouve dans une situation en novembre 1940 tout à fait particulière. D'abord, il a derrière lui très peu d'hommes et de femmes qui l'ont rejoint, même si une partie de l'Afrique, et c'est pour ça qu'il se trouve à Brazzaville, s'est rallié à lui à l'été 1940. Mais simplement, il s'est passé des choses. Il s'est passé un échec cuisant devant Dakar, la capitale du Sénégal et de l'Afrique occidentale française, fin septembre 1940, quand les Britanniques et les quelques milliers de Français libres du général de Gaulle ont voulu convaincre l'Afrique occidentale de reprendre la guerre et de continuer le combat. Et ça s'est terminé à coups de canon, avec les premiers morts franco-français tués par des balles françaises, dans une circonstance de guerre civile. Et puis, le Gabon, qui est le seul territoire de l'Afrique équatoriale qui, à ce moment-là, refuse de rallier le général de Gaulle en novembre, donne lieu à également une campagne militaire qui fera quelques morts. Donc, le contexte est absolument dramatique. Ce général de Gaulle, qui est un dissident, qui s'oppose au gouvernement dit légal de la France, entraîne des hommes et des femmes dans des combats meurtriers franco-français. C'est donc dans cette situation-là que le général de Gaulle se trouve, alors même que quelques jours auparavant, c'est très important, il y a une rencontre à Montoire entre le maréchal Pétain et Adolf Hitler, qui s'est conclue par la décision de Pétain de rentrer dans la voie de la collaboration. L'ensemble de tout ça fait que le général de Gaulle considère que la seule France légitime et légale, c'est celle qui continue la guerre, et qu'il faut donc que cette France libre, qui est un petit organisme au départ, devienne l'émanation de la nation, et pour ça, il faut créer les outils d'un État régalien, parmi lesquels l'ordre de la libération. Oui, Vladimir Trouplin, mais c'est vrai qu'au moment d'un contexte aussi complexe, vous l'évoquez, le début de la collaboration, des combats, de Gaulle se trouve à Brazzaville, étonnant de réfléchir à la création d'un ordre. Cela nous dit beaucoup aussi de la pensée, de la psychologie du général de Gaulle. Alors, d'abord, le général de Gaulle est un homme qui est féru d'histoire, il a une grande culture historique et classique, et peut-être s'est-il rappelé que Louis XI avait créé, dans son combat contre le duc de Bourgogne, Charles le Téméraire, l'ordre de Saint-Michel pour s'opposer à l'ordre de la Toison d'Or, dont le duc de Bourgogne était le grand maître. Parce que créer un ordre, ça veut dire fédérer, ça veut dire se faire accompagner, se faire aider, et finalement, ça contribue à la construction même d'un État. Et donc je pense que c'est cette idée-là qui a prévalu chez le général de Gaulle, avec après les particularités dont on dira peut-être un mot sur cet ordre égalitaire, sans hiérarchie, etc. Et pour lui, c'était un des éléments régalien, encore une fois, de ce qui pouvait être l'incarnation de la vraie nation française. Avec nous aujourd'hui dans le cours de l'histoire sur France Culture pour parler des compagnons de la Libération, Jean-Christophe Notin, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, auteur spécialiste justement des renseignements et de ces compagnons de la Libération, mais aux origines, il y a cette ordonnance de novembre 1940 avec un mot, celui de Croisé. Alors Croisé a été abandonné pour celui de Compagnon. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors Croisé, il faut se remettre dans le contexte de l'époque, évidemment. Ceux qui partent à Londres, ceux qui rejoignent de Gaulle dans tous les territoires ont un esprit de reconquête, se disent c'est le mal absolu est en France, le mal absolu c'est le nazisme et ses collaborateurs. Donc il y a un peu cet esprit quasi mystique. Et évidemment,
Donc croisé, je crois que c'est d'Argentlieu qui le propose. On sait pas trop, en fait. On ne sait pas. Et évidemment, au sein de l'entourage du général de Gaulle, et je pense le général en premier, croisé, on va pas garder cette connotation religieuse pour un tel mouvement, donc d'où le terme. On va venir au terme de compagnon. Ce qui est intéressant, c'est que la création, je dirais, de cet ordre était quasiment aux antipodes de la volonté des Français libres eux-mêmes. Ils étaient aux antipodes de cette volonté d'avoir une décoration. Tous les compagnons disaient, on n'a pas fait ça pour ça, on n'a pas fait ça pour avoir une médaille. La médaille va prendre une valeur, évidemment, bien supérieure dans les 5 années qui vont venir. Vladimir Trouplin, justement, sur ce mot de croisé, de compagnon, ce choix de compagnon. Alors, le terme de compagnon, on l'attribue, et je crois que c'est tout à fait vrai, à René Cassin, qui est un grand juriste qui a rejoint De Gaulle dès juillet 40 et qui va être l'architecte juridique de cette France libre à tous les niveaux. D'ailleurs, c'est lui qui va rédiger les statuts de l'ordre de la libération, son organisation, sur les consignes du général de Gaulle. Alors, on dit que c'est lui qui a proposé le terme de compagnon, qui est, comme le disait Jean-Christophe, un terme quand même plus laïque. Faut pas oublier une chose, c'est que les combattants de la France libre, ce sont aussi beaucoup d'animistes et beaucoup de musulmans. Parmi les Africains qui vont constituer les bataillons coloniaux, les bataillons de marche qui vont constituer presque 60% quand même des effectifs de l'armée de terre de la France libre jusqu'en 1943. Et que finalement, parler de croisés à des musulmans, c'était pas évidemment très logique. Et ce terme de compagnon, étymologiquement, il veut dire celui avec qui on partage le pain. Donc ça veut dire vraiment que c'est un encouragement à la cohésion, au renforcement, à l'amitié, à la solidarité au sein du groupe. Et puis, il faut bien se mettre dans le contexte, mais vous l'avez fait, Vladimir Trouplin, pour dire que De Gaulle n'est pas une évidence. En 1940, pour les Français, ce n'est pas une évidence, bien loin de là. Et même pour ceux qui ont choisi de résister, De Gaulle est un personnage compliqué. À vos rangs, fixe! Mettez au repos. Repos. Je ne vous féliciterai pas d'être venu. Vous avez fait votre devoir. Quand la France agonise, ses enfants se doivent de la sauver. C'est-à-dire poursuivre la guerre avec nos alliés. Ce sera dur. Ce sera long. Mais à la fin, nous vaincrons. Gardez-vous! C'est tout. Il s'est pas foulé, hein. Bah, je suis bien d'accord. Là, il est froid, il est antipathique. Comment voulez-vous qu'il galvanise ses troupes en étant aussi sec? Tu voulais quoi? Qu'il fasse un discours très mollo comme les autres politicards? Non. Il a dit le principal, ce sera dur, ce sera long, à la fin nous vaincrons. Que veux-tu de plus? Au moins, il ment pas, lui. Vous croyez qu'il va nous envoyer nous battre? En tout cas, ça sent la poudre. Alias Caracalla, le film d'Alain Tasma à propos de Daniel Cordier. Daniel Cordier, compagnon de la Libération, secrétaire de Jean Moulin. Dites-nous, Jean-Christophe Notin, mais qui sont ces premiers compagnons de la Libération? Nous sommes en 1940 quand l'ordre est créé. À qui l'attribuer? Il est déjà attribué très vite, cet ordre? Alors, la première promotion est de janvier 41, je crois. Et on y trouve, il y a Edmond Popieul, un marin. Henri Bouquillard, donc, qui est un aviateur, un pilote de la France libre. On trouve l'amiral d'Argentlieu, donc qui est un des plus hauts gradés qui rejoint le général de Gaulle. Le général de Gaulle a tiré très peu de 5 étoiles de gradés de manière générale à lui. On trouve Félix Eboué, donc qui est gouverneur du Tchad, un des territoires qui s'est rallié au général de Gaulle, sous la férule de Félix Eboué. Et il va m'en manquer un 5e. L'adjudant Henri Bouquillard. Emmanuel Darcourt. Emmanuel Darcourt, oui, futur grand ambassadeur. Emmanuel. Donc on trouve un peu tout. Ben oui, un peu de tout. C'est ça qui est fou dans cette première liste de compagnons, Vladimir Trouplin. C'est tout à fait volontaire. En fait, vous avez, comme l'a dit Jean-Christophe, air-terre-mer, officier sous-officier, administrateur civil, Félix Eboué, et vous avez un officier de marine qui est quand même à moitié général des Carmes, qui est donc un ecclésiastique en uniforme. Et il y a clairement cette volonté pour De Gaulle de montrer que cet ordre est ouvert à tout le monde au sein de la France libre et de choisir volontairement des représentants très différents.
Mais qui va être décoré dès lors? Parce que tous ceux qui rejoignent De Gaulle ne vont pas être compagnons de la Libération. Comment sont-ils choisis, Vladimir Trouplin? Alors il n'y a pas de critère écrit, c'est assez particulier. Il faut s'être distingué de manière exceptionnelle dans la libération de la France et de son empire. Bon, donc l'appréciation elle est très ouverte si vous voulez. La réalité, en fait on se rend compte des critères quand on les regarde tous un peu globalement et on se dit qu'est-ce qui finalement les caractérise. Alors il y a une chose quand même évidente, c'est la précocité de l'engagement. 80% de ces 1000 et quelques compagnons sont des résistants de l'année 1940, pour ne pas dire de l'été 1940. Donc finalement, ce premier pas, ce sont des pionniers. C'est vraiment parmi les pionniers que sont choisis les compagnons de la Libération. Alors il y a toujours des exceptions, mais je vous dis massivement, c'est très évident. Et après, eh bien, ils sont choisis un peu selon les hasards de la guerre, c'est-à-dire que comme toute décoration, il y a une part d'arbitraire, c'est-à-dire que pour être compagnon de la Libération quand vous êtes un soldat, il faut que vous êtes bien comporté, mais il faut aussi que votre chef ait envie de vous proposer, qu'il estime que c'est important, que vous le méritez. Et ensuite, ça remonte toute une voie hiérarchique. C'est le principe de toutes les décorations. Et ça remonte jusqu'au Conseil de l'Ordre de la Libération, qui est composé justement des compagnons, parmi lesquels Félix Éboué, Thierry d'Argentlieu, etc. Et in fine, c'est soumis à la signature par décret du général de Gaulle. Donc il y a ce hasard de la vie qui fait que si vous êtes, vous, un chef militaire et que vous n'attribuez pas d'importance aux décorations, vous aurez tendance à ne pas proposer vos hommes. Le capitaine de la compagnie d'à côté, lui, il estime que c'est important. Donc il y a quelque chose d'aléatoire. Et puis dans la construction, la pensée même de cet ordre, il y a cette non-hiérarchie qui est quelque chose qui, pour les ordres, et de tout type, qu'ils soient militaires ou civils, est une constante. La hiérarchie, chevalier, officier, etc. Là, il n'y en a pas. Jean-Christophe Notin, les hommes, les femmes qui sont désignés sont tous compagnons, mais à armes égales. Exactement. Et une fois de plus, on trouve de tout. Des hauts gradés, des sans grades, des ambassadeurs, des préfets. Ce qui était très frappant, là on fait un bond en avant, ce sont les réunions qui s'organisaient lors de la Libération par le chancelier, le général Simon et autres, donc dans les années 60-70. Ils se réunissaient à l'occasion du 18 juin. Et à l'occasion de ce 18 juin, donc se retrouvaient tous les compagnons, une fois de plus de manière tout à fait égalitaire. Et donc se retrouver à cette occasion-là, des anciens premiers ministres, des Mesmer, des Chaban, des ministres, mais aussi vraiment des sans grade, des gens qui avaient une vie tout à fait normale, d'ouvriers, d'artisans, de médecins. Et ils se regardaient de manière tout à fait égalitaire. C'était très frappant, c'est ce qu'ils racontaient eux-mêmes. Ils me disaient, moi je me retrouve à discuter avec Mesmer, j'osais à peine le tutoyer. Mesmer disait, mais si, mais tutoie-moi, enfin on est compagnons, nous sommes ensemble, nous sommes rigoureusement la même famille. C'est le même esprit, on était là au même moment, au moment le plus dur de 40, on était si peu nombreux. Bon, maintenant, nous sommes tout à fait, on a eu des carrières différentes, mais nous sommes égaux, nous sommes les mêmes. Jean-Christophe Notin, vous êtes l'auteur de cet ouvrage intitulé 1061 compagnons, histoire des compagnons de la Libération. Si je vous demande combien sont-ils, vous allez me répondre 1061. Il y a quand même des précisions à apporter. Alors, 1061, nous avons 6 femmes. Alors, on pourrait y revenir. 1032 hommes, 18 collectivités et 18 unités militaires et 5 collectivités. Ces collectivités sont des communes, Oui. Donc vous avez l'île de Sein, Nantes, Vassy-en-Vercors, Paris et Grenoble. Et justement, nous avons donc 5 communes, nous avons 18 unités combattantes. Alors là aussi, la question se pose, comment ont été choisies ces unités combattantes? Alors là, très clairement, elles ont été proposées par les chefs d'état-major de air, terre, mer au général de Gaulle. Et le général de Gaulle a décidé ou non d'attribuer collectivement à ces unités qui étaient des unités historiques de la France libre, c'est-à-dire des unités créées dès 40, voire en 41. Il y a 9 unités de l'armée de terre, il y en a 3 de la marine et 6 de l'armée de l'air. Et c'est vraiment la décision, elle incombait là au général de Gaulle en direct. Voilà. Ouais. C'est le général de Gaulle qui est au cœur, en fait, de cet ordre. Et depuis que nous discutons, nous le voyons bien. Il y a la volonté de le créer, la création elle-même, l'idée de faire vivre cet ordre. Et puis, on pourrait aller plus loin. Vladimir Trouplin, cet ordre est éphémère dans son existence même. Sa grande particularité, il y en a plusieurs, vous l'avez dit, c'est un ordre égalitaire, c'est déjà très rare. L'autre, c'est qu'il n'a été conçu que pour une chose, récompenser les mérites des gens qui se sont battus pendant la Seconde Guerre mondiale dans le cadre de la résistance. Ce qui est très particulier, c'est-à-dire qu'en fait, ça sous-entendait qu'un jour ou l'autre, il serait fermé. Et il a été clos un peu précipitamment quand De Gaulle a quitté le pouvoir en janvier 1946, ce qu'il n'avait pas vraiment anticipé, parce que il s'était confié une fois à l'amiral d'Argentlieu, qui était le chancelier, en 45, à Paris, la guerre terminée, en disant « j'envisage environ entre 2 et 3 000 compagnons de la Libération au final ».
C'est un ordre qui a été interrompu pour des raisons politiques, le départ du pouvoir du général de Gaulle. Il n'a pas voulu laisser à ses successeurs, dont il ignorait les tendances, les idées, etc., la possibilité de nommer des compagnons, parce que pour lui, c'était quand même quelque chose qui était le saint du saint, le Graal de la résistance, d'une certaine manière. Voilà. En 1946, le général de Gaulle quitte le pouvoir. C'est un moment où les ministres communistes sont possibles. Il y a tout ce débat aussi, il faut bien le rappeler, sur qui a été résistant et qui n'a pas été résistant. Dites-nous, Vladimir Trouplin, en fait, le général de Gaulle s'est créé un ordre pour lui. Enfin, il y tenait particulièrement. Alors, d'abord, il y tenait particulièrement. Il n'a cessé de dire qu'il fallait que les titres des gens qui rentraient dans l'ordre soient hors de pair. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il a créé une autre décoration. C'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais pendant la guerre, il crée une autre décoration. Il n'en aurait que deux. C'est la médaille de la résistance française, créée en 1943 et qui, elle, sera attribuée à 65 000 personnes. Donc, il fallait quelque chose d'intermédiaire qui marque aussi, dans l'histoire, la spécificité de ce qu'était le combat résistant. Si vous donnez une croix de guerre, une médaille militaire, une légion d'honneur, ça peut s'appliquer à n'importe quel au fait. La médaille de la résistance, la croix de la libération, elle marque clairement dans l'histoire que ça se rapporte à cette particularité qui a été, et cette nouveauté qui a été le combat de la résistance. Et puis nous parlons d'un symbole, mais même d'un objet, d'une médaille. Jean-Christophe Notin, à quoi ressemble cette médaille ? Donc c'est une plaque de bronze, un rectangle portant une croix. Un glaive sur lequel est frappée la croix de Lorraine, avec la devise au verso, Patriam servando, victoriam tulit. Donc en servant la patrie, il remporte la victoire. Le tout porté donc par un ruban vert et noir, donc le vert de l'espoir, le noir du deuil, le deuil de la France en 1940, le deuil de la défaite. Avec cette particularité donc que se reconnaissaient les compagnons, le grand must chez les compagnons était d'avoir ces rayures vert et noir penchées sur le côté en diagonale à la britannique. Et ça a été à partir de 41-42 à l'horizontale. C'était les premiers modèles de ruban à l'ancienne, oui, un modèle britannique, sans doute pour des raisons techniques, comme c'était tissé en Angleterre, les Anglais tissaient selon leur tradition. Or, en France, la tradition, c'est des bandes verticales. La médaille militaire, c'est des bandes verticales. La croix de guerre, c'est toujours des bandes verticales. Et De Gaulle a fait rétablir des bandes verticales vert et noir à partir de 1941. Et donc, ceux qui ont reçu les bandes obliques, bien, sont les premiers parmi les premiers. Voilà. D'accord. Une manière de se dater. C'est une manière de distinction évidente. On le sent bien. Avoir la médaille, c'est quelque chose qui n'est pas donné à tout le monde. Ils sont 1038 personnes à avoir la médaille. Ensuite, à l'intérieur même de ceux qui sont décorés, il y a ceux des premiers temps, un peu comme les maréchaux de Napoléon, il y a les premiers et ceux qui arrivent après. Mais malgré tout un discours se construit autour de cet ordre de la libération, comme quoi il est là pour porter l'ensemble de ceux qui ont résisté. Leclerc entra aux Invalides avec son cortège d'exaltation dans le soleil d'Afrique. Entre ici, Jean Moulin, avec ton terrible cortège. Avec ceux qui sont morts dans les caves sans avoir parlé comme toi. Et même ce qui est peut-être plus atroce, en ayant parlé. Avec tous les rayés et tous les tondus des camps de concentration, avec le dernier corps trébuchant des affreuses files de nuit et brouillard, enfin tombés sous les crosses, avec les 8000 Françaises qui ne sont pas revenues des bagnes, avec la dernière femme morte à Ravensbrück pour avoir donné asile à l'un des nôtres, entre avec le peuple né de l'ombre et disparu avec elle, nos frères dans l'ordre de la nuit. Le célèbre et émouvant discours d'André Malraux en 1964, lorsque Jean Moulin entre au Panthéon. Vladimir Trouplin, c'est ce terrible cortège aussi qui est évoqué quand il est question de cet ordre de la libération qui n'est pas simplement un ordre fermé, c'est plutôt un ordre porteur. Oui, alors d'abord, il y a une chose qu'on peut quand même dire. Il ne faut pas oublier qu'un tiers de ses compagnons, pratiquement, ne survit pas à la guerre. C'est-à-dire que Malraux disait, l'ordre de la libération est un cimetière. C'est un peu ça. C'est-à-dire que c'est une récompense qui vient souvent à titre posthume, donc au dernier moment pour le sacrifice ultime. Et puis, au-delà de ça, moi, j'ai jamais vu un compagnon de la libération, j'en ai connu beaucoup, j'ai eu cette chance-là, qui m'ait dit, c'était parfait, ces compagnons, on est tous compagnons, et puis personne d'autre ne méritait de l'être. Ils ont tous eu un discours qui était exactement le contraire, en disant, moi, j'ai connu 5, 6, 7, 10 camarades qui auraient pu l'être à ma place. Et donc,
je me considère comme finalement à leur niveau tout à fait, et finalement nous sommes des représentants. Et ce qui est fort chez les Compagnons de la Libération, alors est-ce que c'est un choix du général de Gaulle? Sans doute en partie, c'est que il n'y a pas de parité. On pourra en parler pour les femmes, mais en revanche, quasiment toutes les formes de la résistance, à tous les niveaux de responsabilité, sont récompensées par des attributions. Et donc, tout ce qui a été les formes de la résistance française peut se retrouver à travers des exemples de compagnons, et leur grande diversité d'âge, d'origine géographique, d'origine sociale, de niveau, en fait aussi un vecteur de transmission, et là je parle d'aujourd'hui, extrêmement intéressant, parce que tout un chacun peut se reconnaître finalement à 80 ans d'écart dans des typologies, si vous voulez. Et ça c'est très important. Donc ils représentent finalement ceux qui n'ont pas eu la chance d'être compagnons, mais qui ont mené le même combat à leur côté. Jean-Christophe Notin, vous les avez rencontrés aussi, ces compagnons. C'est un discours que vous avez, vous aussi, entendu? Ah, c'est flagrant. C'est vraiment, leur qualité première lorsque vous les rencontriez. Donc j'en ai vu à l'époque, il y en a resté quand même à peu près 200. Et là, c'est Hubert Germain est le dernier. Et là, c'est pas pour lui, bien entendu, le fait qu'il n'en reste qu'un. Et donc la qualité première, c'était l'humilité. C'était vraiment fantastique. La première chose qu'il vous disait, c'est, à la limite, moi je la méritais pas. C'est mon copain, c'est un tel qui a été tué, c'est mon chef, c'est le tel sous-lieutenant. C'est ça. Et donc cette immense volonté, ce souci de transmettre. La croix de la libération, c'est à la fois, on reconnaît les mérites d'un compagnon, mais c'est à la fois transmettre ce message d'espoir, ce message de ne jamais renoncer. C'est un esprit. D'où l'essentielle nécessité de pérenniser l'ordre. Et de pérenniser cet esprit. J'invite tout le monde à aller au musée de la Libération. C'est un esprit très particulier qui y règne. C'est une ambiance très particulière. C'est un refus de la fatalité. C'est un refus d'accepter la situation telle qu'on peut vous l'imposer. Donc la croix de la Libération, c'est vraiment la transmission de cet esprit. Et il faut que cet esprit perdure. Cet esprit perdure au sens où il y a alors des hommes, des femmes qui ont porté ce titre. Il n'en reste qu'un qui aujourd'hui est encore parmi nous. Malgré tout, nous l'avons bien dit, il n'y a pas que des hommes et des femmes. Donc l'idée de l'ordre même sera toujours là à travers ne serait-ce que les unités combattantes qui peuvent aussi éventuellement disparaître. En revanche, les communes, elles sont là pour longtemps, Vladimir Trouplin. Oui, tout à fait. Les communes portent ce patrimoine collectif finalement d'une collectivité qui à un moment donné s'est retrouvée à s'opposer d'une manière, alors pas unanime, faut pas exagérer, mais puissante et collective face à ce que disait Jean-Christophe, c'est-à-dire cette fatalité de l'abandon, etc. Les unités combattantes, aujourd'hui héritières de ces unités des forces françaises libres, aujourd'hui elles portent un symbole, que ce qu'on appelle une fourragère, verte et noire de l'ordre de la Libération, qui a été créée en 1996, assez tardivement par le président Chirac, et qui leur donne cette filiation et qui les rattache, eux, à un passé qui finalement est un passé glorieux, mais il n'est pas simplement glorieux, il est moral. Il est moral parce que, quoi qu'on pense de la guerre, ce qu'ont fait les résistants, c'était pour des raisons hautement morales et qui finalement sont aussi les bases de notre vie républicaine d'aujourd'hui. Et c'est pour cette raison-là que le combat résistant, celui des compagnons mais celui des autres, non seulement il ne doit pas être oublié, mais il doit être transmis. Il doit être transmis avec, le souvenir de ces hommes, de ces femmes, leurs paroles, ne serait-ce que tout ce qui a pu être enregistré, écrit, le musée, notamment le musée de l'Ordre de la Libération, les communes, les unités combattantes, la fourragère sur l'épaule, et évidemment, une chanson. Ami, entends-tu le vol lourd des corbeaux sur la plaine? Ami, entends-tu le bruit sourd du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et francs-tireurs à la balle et au couteau, tirez vite. Oh, et saboteurs, attention à ton fardeau.
chaos des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère. Il est des pays où les gens au creux des lits font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche, nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Sifflez, compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute. Le chant des partisans par la chorale populaire de Paris, Paris Compagnon de la Libération, dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Milena Elig, avec aujourd'hui à la technique Anthony Thomasson, le cours de l'histoire qui toute la semaine s'intéresse aux compagnons de la Libération. Ces compagnons de la Libération, Vladimir Trouplin, vous nous avez dit, la liste est fermée en 1946. Est-elle vraiment fermée? Comment se construit en fait cette liste? Y a-t-il eu des compagnons à titre posthume tardivement? Y a-t-il eu d'autres compagnons? Alors, il y a eu, effectivement, à cette forclusion de janvier 1946, il y a eu 2 exceptions, qui d'ailleurs n'ont pu se faire que grâce au retour au pouvoir du général de Gaulle, parce que un des particularismes étonnants aussi de cet ordre, c'est qu'il a eu à sa tête un grand maître. Quand il y a un ordre national, il y a un grand maître. Actuellement, Emmanuel Macron, esqualité et grand maître de la Légion d'honneur, par exemple. Pour l'ordre de la Libération, c'était le général de Gaulle, y compris quand il s'est retrouvé dans l'opposition à la 4e République. C'est-à-dire que c'était un établissement, une institution de l'État, fonctionnant sur des financements de l'État, avec à sa tête un grand maître qui n'avait aucun mandat, et qui était même en opposition avec le régime, ce qui est très très particulier. Quand De Gaulle revient au pouvoir en 1958, c'est presque un de ses premiers gestes, ce qui montre à quel point pour lui c'est important, c'est d'attribuer, et non pas à titre posthume, mais de son vivant, la Croix de la Libération à un vieux complice, vieil adversaire, vieux camarade, Winston Churchill. Et d'ailleurs, il signe le décret le 18 juin 1958. Vous voyez, le sens du symbole. Et il remettra dans une cérémonie très émouvante à Matignon, puisqu'il est président du gouvernement à ce moment-là, il est président du Conseil. En novembre, dans les salons de Matignon, et dans le jardin, la Croix de la Libération à ce vieux Winston Churchill un peu fatigué. Et puis, il y aura une autre fois, c'est 2 ans plus tard, lorsque le général de Gaulle se rend en voyage d'État en Grande-Bretagne, il attribue la Croix de la Libération à titre posthume au roi d'Angleterre George VI, le père d'Élisabeth, pour marquer véritablement la sympathie qu'avait montré la famille royale à l'égard de ces Français libres un peu échoués sur les rives de l'Angleterre pendant la période de la guerre. Nous avons un roi d'Angleterre, nous avons des combattants, des combattantes. Dites-nous, Jean-Christophe Notin, y a-t-il un esprit de compagnon de la Libération? Forme-t-il un corps où ils se reconnaissent, où il y a quelque chose qui dépasse les cérémonies du 18 juin? Oui, c'est vraiment ce qui était manifeste chez eux. Quand je les ai rencontrés, c'était à la fin des années 90, c'était des vieux monsieur. Ils avaient entre 70, 90, presque 100 ans. Très humbles, donc ils avaient beaucoup de mal à en parler. Mais dès que vous leur commenciez à leur parler de cette époque, vous sentiez une étincelle qui se réveillait. C'était l'étincelle de 40. Et ça, vous la retrouviez, que ce soit chez un ancien marsouin, un ancien soldat des troupes de marine, que ce soit un ancien sous-marinier, un ancien résistant. Il y avait cet esprit. Il y avait, ensemble, en 40, on a décidé, pas contre tous, mais enfin on a été très peu nombreux à décider, que non, on n'acceptait pas cette chose, on le refusait. Et ça, ils l'ont gardé toute leur vie. Ce sont des gens qui ont eu des vies quand même très particulières pour l'essentiel. D'ailleurs, c'était une des critiques qu'on faisait aux compagnons après-guerre dans la 4e et 5e République. C'est-à-dire les compagnons étaient les favorisés du général de Gaulle. Pas du tout. C'est que ces gens-là avaient construit leur vie d'une manière si particulière. La base, le socle de leur vie avait été quand même le refus de la fatalité. Je prends mon destin en main. Donc ils ont construit des carrières fantastiques par ce courage, par cette volonté, cette détermination. Et donc c'était très flagrant chez ces hommes, parce qu'il ne restait que des hommes à l'époque, chez ces hommes très vieux, très âgés, qui se mouvaient de manière très difficile. Dès que vous leur parliez à cette époque, hop, ça se réveillait. Vous avez dans l'œil, ça se sentait, c'était flagrant. C'était très 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 touchant. Ils parlaient à l'époque, donc j'avais 25 ans, ils parlaient à leur petit-fils, ils racontaient la guerre à leur petit-fils.
très souvent pour la première fois, vous aviez la famille qui venait s'installer dans le canapé à côté. Enfin, on va entendre grand-père ou mon mari raconter ce qu'a fait la guerre. Parce que cette humilité, ils considéraient avoir fait son devoir, en 45 c'était fini, ils reprenaient leur vie. Et donc vous aviez ça dans leur œil. L'esprit compagnon, lors de la libération, il était dans l'œil de ses compagnons. Et puis avec la nécessité aussi de témoigner cette conscience d'avoir vécu quelque chose qui dépasse leur propre personne, qui est aussi un esprit, vous nous l'avez dit, un esprit qui est celui de la France aujourd'hui. Qu'est-ce que cela vaut-il pour vous d'être compagnon de la libération ? C'est pour moi quelque chose d'exceptionnel, bien entendu, puisque l'ordre de la libération, comme vous le savez, a été créé dans des moments exceptionnels et pour récompenser des services exceptionnels. Je considère, quant à moi, que la croix de la libération n'a pas son équivalent par rapport à d'autres décorations nationales. Madame Tilly, votre mari était compagnon de la libération et vous avez eu la douleur de le perdre récemment. Puis-je vous demander ce qu'était pour lui l'ordre de la libération ? L'ordre de la libération était tout pour lui. Vous voulez dire qu'il y attachait une importance particulière ? Oui. Plus qu'aux autres décorations, il en a de nombreuses. Oui, c'était plus pareil pour lui. C'était une seconde famille. Et vous a-t-il fait, à ce sujet, des recommandations particulières ? Bien avant de mourir, il me disait souvent, les compagnons, si tu as besoin de quoi que ce soit, tu peux compter sur les compagnons. En quoi que ce soit. En 1964, les journalistes de l'ORTF tendaient leur micro aux compagnons de la libération. Des témoignages de compagnons avec, ici, dans ce que nous venons d'entendre de cette veuve de compagnon, l'idée même et presque étymologique de ce mot de compagnon. Partager le pain, Vladimir Trouplin. Il y a de ça aussi dans cet ordre des compagnons. Alors, évidemment, il y a ça. Il y a cette cohésion, cette fraternité. Et dans l'esprit qu'évoquait Jean-Christophe, je crois qu'il y a, avec le recul, le sentiment d'avoir accompli l'essentiel de leur vie dans ce combat-là. Et il y a un exemple qui est frappant. Vous savez, Pierre Messmer, qui a été gouverneur général de l'Afrique occidentale française, pendant 9 ans ministre des Armées du général de Gaulle, Premier ministre, académicien, membre de l'Institut, chancelier de l'Institut, sur sa tombe est marqué Pierre Messmer, 1916-2007, compagnon de la Libération. Il était grand croix de la Légion d'honneur, évidemment, etc., etc. Et plusieurs ont fait ça, c'est-à-dire qu'arrivés au seuil de leur vie, en se retournant, qu'ai-je fait dans ma vie ? Eh bien, c'est ça qu'ils retiennent. C'est cet engagement un peu fou, totalement à contre-courant, qui les a menés à contribuer avec les alliés à ce que la France retrouve son honneur quand même. C'est pas tout à fait rien. Finalement. Et c'est à ces gens qu'on doit, et au général de Gaulle aussi, évidemment, mais c'est à ces gens qu'on doit, et à leurs camarades, ces résistants, ces Français libres, qu'on doit que miraculeusement, in fine, la France se soit retrouvée à la table des vainqueurs et un siège au Conseil permanent de l'ONU. Et d'ailleurs, la hiérarchie protocolaire laisse une place encore importante à cet ordre de la libération. Le 2e ordre national, juste après la Légion d'honneur, avant la médaille militaire, avant les croix de guerre, enfin voilà. Mais alors, il y a une complexité aussi pour traiter de ces compagnons de la libération. Nous l'avons dit, 1038 personnes, dont 6 femmes. Nous consacrons d'ailleurs une émission sur les compagnons féminins dans le cours de l'histoire cette semaine. Mais tellement hétérogène. Comment peut-on parler d'eux en un seul mot ? Jean-Christophe Notin, dire compagnon ne suffit pas à montrer toute cette diversité. C'est évidemment la question difficile. C'est ce que j'ai essayé de chercher pendant 20 ans. Qu'est-ce qu'il y avait de commun à ces compagnons ? C'est ce qui explique d'ailleurs beaucoup la raison pour laquelle, par exemple, il n'y a pas eu de fiction. Au cinéma, il n'y a rien sur les compagnons de la Libération, il n'y a quasiment rien sur la France libre d'ailleurs, parce que la diversité de ces témoins, de ces destins, qui en fait n'ont eu en commun, et le que est malheureusement restrictif, cette volonté une fois de plus de refuser ce que d'autres voulaient leur imposer. Donc on trouve vraiment tout, des ouvriers, des artisans, des soldats, ils sont retrouvés ambassadeurs, il y a des membres de la préfectorale, des membres des ordres religieux. Et en commun, il n'y a donc, je dirais, in fine, que cette fibre. Ce qui explique d'ailleurs, pour rebondir sur les libérations, que la plupart des compagnons ne portaient que ce qu'ils appelaient la libération. Ils ne portaient pas la Légion d'honneur, ils ne portaient que l'ordre de la libération. C'était leur signe de reconnaissance. Et vis-à-vis de la population aussi. En sachant, ça c'est une autre question, que les compagnons après-guerre n'ont pas forcément eu la bonne cote que l'on imagine aujourd'hui.
Le temps a passé maintenant, ils sont considérés à raison, comme Vladimir le dit, on leur doit aux compagnons, aux Français libres résistants, la place de la France actuelle, la place de la France après-guerre, on leur doit, il faut voir, ces gens-là ont abandonné leurs études, etc., pour la France, pour que la France puisse parler à égal avec les grandes nations. Mais ça, c'est maintenant qu'on dit. Après-guerre et dans les années 40, 50, les compagnons, les Français libres, les résistants, c'était le remords pour la plupart des Français. C'est ce que les compagnons eux-mêmes disaient. Les compagnons qui se sont retrouvés dans les unités militaires après-guerre, les gaullistes étaient très peu nombreux. Ils étaient un reproche vivant. Un reproche vivant. Et ça a été valable pour les résistants. Ils avaient très mauvaise cote. Ce n'est que très récemment, je dirais depuis une vingtaine d'années, qu'enfin on les considère à leur juste niveau, à leur juste valeur. Qui est unique dans l'histoire, je tiens à l'insister, pardon. Non, mais vous avez raison de le souligner parce que au-delà de ce mot englobant, compagnon de la libération, il y a des destins d'hommes, de femmes avec des choix, et vous l'avez bien dit, des choix très compliqués quand il faut abandonner sa compagne, son mari et partir. C'est très difficile, mais il y a cette volonté de transmettre la mémoire qui transparaît à travers l'ordre, bien sûr, à travers l'institution. C'est le cas du musée de l'ordre de la libération, Vladimir Trouplin. À quel moment ce musée est mis en place ? Il est mis en place, il est ouvert en 1970, mais à l'initiative des compagnons de la libération eux-mêmes. Quand ils se sont installés aux Invalides, le général de Gaulle, c'est lui qui a choisi d'installer les compagnons de la libération aux Invalides. Pour le général de Gaulle, les Invalides, c'était le panthéon de la gloire militaire nationale. Le musée de l'armée, le tombeau de l'empereur, les maréchaux, l'institution des Invalides qui soigne aussi les blessés et les invalides militaires. Et donc ils mettent les compagnons de la libération, c'était symboliquement montrer qu'ils avaient remplacé finalement à une période de l'histoire l'armée française défaillante. Et donc c'est au sein de ces Invalides qu'a été créé ce musée sur la base de dons, d'objets, de documents. Et c'est un musée qui a été rénové récemment puisqu'il était un peu essoufflé, un peu hors d'âge. Il a été rénové avec un bel effort de l'État, budgétairement, en 2016. Il a rouvert. Et c'est un musée dans lequel l'individu est au centre du discours, c'est-à-dire le parcours individuel, et ça rejoint ce que disait Jean-Christophe, c'est-à-dire que c'est très difficile de les englober. Et donc, ils sont des exemples d'engagement individuel, de tout niveau, en tout lieu, et c'est à travers leur engagement qu'on essaie d'avoir un prisme plus large sur la grande histoire. C'est vrai que l'un et l'autre, vous avez écrit un dictionnaire, parce que c'est vrai que quand il y a des milliers de personnes, on a envie simplement de savoir qui ils sont, mais c'est difficile de faire des traits communs. Dictionnaire des compagnons de la libération, Vladimir Trouplin, et puis vos 1061 compagnons de la libération. En soi, c'est l'amorce du dictionnaire Jean-Christophe Notin, mais qui arrive là dans l'honneur et par la victoire, une année avec les compagnons de la libération. C'est ce qui va paraître aux éditions Calman-Lévy et avec l'ordre de la libération comme coéditeur. Jean-Christophe Notin, dans votre démarche, il y a une volonté de les faire connaître. Comment procédez-vous ? Connaître et perdurer. C'est mon souci premier, j'allais dire. Hubert Germain le dit très bien dans la préface. L'ordre de la libération, le musée de la libération, c'est un témoin à transmettre. On a récupéré ce témoin de nos glorieux anciens qui ont combattu pour la France. À nous de le transmettre maintenant aux jeunes générations. Il faut absolument que les jeunes générations connaissent cette histoire. Il faut que les bus scolaires défilent devant le musée de la Libération. Il faut imposer, j'allais dire, ces visites. Il y règne un esprit. Le musée a été magnifiquement refait sous la férule de Vladimir et de son équipe. Il y règne un esprit très particulier. On peut, découvrir différents destins, bien entendu. Il y a les grands noms, Jean Moulin, Malraux, Klostermann. Mais il y a tous les jeunes, tous les inconnus. Dans les 1038 compagnons, il y en a bien 900 dont le parcours est complètement inconnu et qu'il faut absolument transmettre. Je le redis, je le répète, il faut le répéter sans arrêt, à la limite tous les jours. Ce que fait ces gens-là, c'est exceptionnel. Dans l'histoire, c'est unique. Pour moi, c'est unique. Ces gens-là sont partis du jour au lendemain, ont abandonné toutes leurs études, ont abandonné leur famille, leur carrière, etc., pour combattre pour la France, en sachant, on est en 1940, qu'ils ont absolument, rigoureusement, aucune chance de revenir. On l'oublie. Maintenant, la France a gagné la guerre, a participé à la victoire. Mais en 40, il y a tout espoir, tout le destin, le général de Gaulle le dit, moi, mon destin, c'est la cabane au Canada. Leur destin, c'est l'exil à vie. De ne plus jamais revenir dans sa vie personnelle, de ne plus jamais retrouver ses proches. Ça, il faut absolument le transmettre. Ce n'est pas rien ce qu'ils ont fait pour nous. Et comment raconter ces destins, Jean-Christophe Notin? Vous avez fait le choix de les raconter sur les réseaux sociaux et notamment le réseau social Twitter. Mais Twitter, c'est limité en nombre de caractères, 280. 13 mars 1944. L'ennemi jubile.
Il tient Agnès de la Barre de Nanteuil qui leur échappe depuis des années. On ne pleure pas devant ces gens-là, dit-elle à sa famille qui la voit partir. Pour ne jamais revenir, elle meurt lors de l'attaque du train l'emmenant en déportation. 21 ans. Olivier Martineau qui, dans le cours de l'histoire, lit un tweet que vous écrivez, Jean-Christophe Notin, donc des textes très courts pour présenter un destin, mais c'est un pari à chaque fois, donc vous avez 1038 destins à écrire, plus les 18 unités combattantes, plus les 5 communes. C'est très dur ça. Mais c'est essentiel. C'est une gageure. Ouais. Alors, juste pour préciser, j'ai depuis rajouté les médaillés de la résistance. Agnès de la Barre, en l'occurrence, c'est médaillée de la résistance. Elle n'est pas compagnon. Mais je dirais c'est Twitter qui s'est imposé à moi. À l'origine, je voulais uniquement transmettre des extraits d'interviews de compagnons que j'avais réalisés donc à la fin des années 90. Et il se trouve que je manquais de temps. Et je me dis, exactement dans cet esprit, il faut continuer ce tweet. C'était justement au moment du premier confinement. Donc au moment où quand même une certaine pesanteur s'est abattue sur la France, je me dis s'il y a un moment où il faut montrer que non, il faut pas se laisser avoir par le destin et donc raconter l'esprit compagnon, c'est ce moment-là. Et donc Twitter m'impose le nombre de caractères dont je ne connais même plus le nombre. 280 signes. Et je me dis, donc, et cet exercice de dépouillage, c'est ce que j'ai enfin trouvé. Je vous dis, depuis 20 ans, j'ai essayé de trouver ce qu'il y avait de commun à ces compagnons. C'est cet exercice de dépouillage qui m'a justement ramené à l'essentiel. C'est un homme, une femme, une situation, comment a-t-il réagi? À la limite, j'allais dire les historiens vont hurler, mais on s'en moque de à quelle résistance ils appartenaient, à quelle unité, est-ce qu'ils étaient de Lille, de Paris, de Metz, exactement le moment où ça s'est produit, à la limite, peu importe. Ce qui est important, c'est de voir cet homme, à ce moment-là, il est dans cette situation, quelle décision il prend, quelle répercussion ça a pour lui. La répercussion la plus régulière, hélas, c'est la mort. Évidemment, donc cette concision oblige à réduire, il y a un substrat, je dirais, et ce substrat, c'est l'esprit de résistance. C'est ce qu'il reste. Et c'est flagrant, parce qu'évidemment, quand vous êtes détenteur d'un compte, vous voyez l'origine des abonnés. Et c'est transcourant. C'est ça qui j'en parle souvent avec Vladimir. C'est transcourant, ça va de l'extrême gauche à l'extrême droite. Des gens d'extrême droite qui retweetent des tweets de gaullistes premiers, voire de communistes. Parce que, pourquoi? Moi, je me dégage de toutes ces considérations politiques. C'est l'esprit de résistance. C'est ce qui résonne vraiment en nous, à un moment donné. Ah oui, quand même. Cet homme-là, cette femme-là, 18 ans, voilà ce qu'elle fait. Qu'est-ce que je suis, moi? Et justement, pour vous retrouver sur Twitter, ces paroles de compagnons de la libération. Oui, c'est toujours très court. 8 mai 1941, Strasbourg. La main noire tente d'éliminer le Gauleiter Wagner. En juillet, tous ses membres sont arrêtés. Tous sont adolescents. Je suis fier, dit leur chef à son procès, de donner ma vie pour la France. Marcel Weinum est décapité à l'aube du 14 avril 1942. 18 ans. Toujours émouvant d'entendre un destin résumé en très peu de mots. Un destin qui pourrait faire l'objet d'une biographie en soi. Vladimir Trouplin, c'est le pari aussi d'un musée, celui de l'Ordre de la Libération, de parler des gens, et vous insistez bien, cette histoire est une histoire incarnée. Oui, c'est tout à fait ça. C'est une histoire incarnée. Et finalement, c'est sa force. Alors, je dis pas que c'est la solution pour tout, mais pour ce type d'histoire, c'est une porte d'entrée assez formidable que de raconter simplement l'histoire d'un homme, d'une femme, d'un adolescent, d'un prêtre, que sais-je encore, parce que c'est un peu du cœur à cœur, si vous voulez, et les gens s'identifient relativement facilement à ça, et ça leur permet de réfléchir. L'idée, c'est quand même pas de transmettre une idéologie, hein. C'est pas de leur donner du prêt-à-penser, c'est simplement attirer l'attention de nos concitoyens sur ce qui peut arriver parfois dans les grands drames de l'histoire, et sur cette capacité que parfois l'être humain peut avoir, y compris en étant ultra minoritaire, et donc d'avoir tort face aux autres a priori, au nom de certaines valeurs qui sont intangibles, qui sont des valeurs morales très fortes, le respect des droits de l'homme, de l'égalité, de la vie démocratique, le refus des idéologies totalitaires, etc. Ce qui est intéressant chez les compagnons, et c'est pour nous un argument, c'est que ce qui les distingue en revanche de la population, vous savez, ils sont 1038, c'est carrément ce qu'on appellerait un panel représentatif pour un sondage aujourd'hui.
Sur ces 1038, il y a quelque chose qui les différencie radicalement de la population française de l'époque, c'est que 51% des compagnons de la Libération sont bacheliers, alors même qu'à l'époque, entre 7 et 9% uniquement d'une classe d'âge avaient le baccalauréat. Ça nous laisse à penser, on peut en discuter, mais qu'on est mieux armé quand on est éduqué, quand on a lu, quand on a voyagé, quand on a été formé, quand on a réfléchi, on est parfois mieux armé pour éviter les pensées dominantes du moment, y compris quand elles sont dangereuses, nauséabondes, etc. Et donc c'est pour ça qu'on trouve intéressant, nous, de s'adresser aux scolaires. Les scolaires d'aujourd'hui, ce sont les décideurs de demain, ce sont eux qui auront la nation française entre les mains. Et qu'ils aient conscience de ça nous paraît quelque chose d'essentiellement important, surtout dans une société qui a tendance à être très éclatée par des communautaristes, des replis communautaires. Enfin, moi, c'est mon analyse, si vous voulez. Je trouve il y a quelque chose qui fait ciment. Et c'est pour ça qu'on retrouve un Honoré d'Estienne-Dorf et une Bertie Albrecht, c'est-à-dire un homme plutôt d'extrême droite, traditionnaliste catholique, père de 6 enfants, officier de marine, etc. Et une femme ultra progressiste pour le droit social des femmes, pour le droit sexuel des femmes, antifasciste de toujours, etc. Eh bien, dans la vraie vie, ces gens-là se seraient probablement crêpés de chignon. D'ailleurs, ils ne se seraient jamais rencontrés, d'ailleurs, probablement, mais s'ils s'étaient rencontrés, ils seraient crêpés de chignon. Et en fait, ils ont fait le même choix sans se concerter, finalement en plaçant au-dessus d'eux-mêmes quelque chose de plus important, qui était quand même la libération de la France. Voilà. Et dans cette société qui est fragmentée, la société française, il faut des repères et des points communs. Nous avons les compagnons de la Libération. Avec Vladimir Trouplin, toute cette question, mais qui évidemment fait partie de vos réflexions sur les débats mémoriels dans un destin, dans une existence. Il y a ce moment du compagnonnage, être compagnon de la Libération. Et puis après, il y a le reste de l'existence. Il n'y a plus ces débats autour des choix postérieurs de certains, lors de la guerre d'Algérie, etc. Alors, vous savez, il était évident qu'un tel mélange de gens d'origine si diverses ne pouvait pas faire un unanimisme permanent. Ils se sont retrouvés, ces gens-là, dans un combat commun qui était celui de se dire la France ne peut pas être détruite tant que moi je suis vivant. Je peux me battre. Et tant que je peux me battre, je me bats. C'est ça leur idée à tous. Après, ils ont des options très différentes. Effectivement, vous avez raison, la guerre d'Algérie est une fracture. C'est une fracture de la société française. C'est une énorme fracture dans l'armée française. Il y a pas mal de militaires qui sont compagnons de la Libération et qui ont des responsabilités, qui sont officiers supérieurs, voire officiers généraux, et qui, effectivement, à ce moment-là, feront un choix qui est tout à fait différent du gaullisme. Mais c'est pas un petit club gaulliste, les compagnons de la Libération. C'est beaucoup plus que ça, quand même. Et ce qui fait d'ailleurs qu'il y a eu des fractures avec des compagnons de Libération qui, pour certains, ont été condamnés à mort par contumace pour activité OAS et puis amnistiés par la loi de 68 comme l'ensemble des gens condamnés à cette époque. Oui, il y a eu des fractures. C'est l'histoire de France. Jean-Christophe Notin, en un mot. Non, j'allais dire, mais il continue à se voir. Vous aviez des OAS et anti-OAS qui se retrouvaient à cette fameuse cérémonie du 10 juin. L'histoire de France, notre histoire et même notre mémoire, surtout à travers ces compagnons de la Libération, eh bien, des compagnons de la Libération à retrouver au musée de l'Ordre de la Libération à Paris, aux Invalides, votre musée, Vladimir Trouplin, en tout cas, celui... c'est pas le mien. Voilà ce que j'allais dire, celui dont vous êtes le je suis qu'un conservateur. Et puis, Jean-Christophe Notin, eh bien, bientôt dans l'honneur et par la victoire, une année avec les compagnons de la Libération. Et puis, il y a votre compte Twitter, Parole de Compagnons. Merci vivement à vous deux. Merci. Et nous retrouvons tout de suite Anaïs Kien avec son journal de l'histoire. Bonjour Anaïs Kien. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, le pouce levé, l'autostop, un mythe déchu de la route. Après la longue traversée d'un hiver animé par de nombreux voyages très immobiles, l'historien Arnaud-Dominique Hout explore un mode de transport en déroute, l'autostop. La gratuité, la condamnation de l'égoïsme individuel et la rencontre, profiter sans posséder et franchir les barrières sociales habituelles en partageant un habitacle avec un ou une inconnue, pour aller plus vite et plus loin, chercher l'expérience transformatrice de la route, sont les nombreux aspects d'une pratique du XXe siècle tombée en déshérence. Entre fantasmes, subversion, idéal humaniste et danger imminent, l'autostop, c'est un concentré de l'imaginaire du voyage inventé à la fin des années 30, alors que la voiture se généralise mais reste coûteuse et renouvelle les pratiques de la route. Lever le pouce devient familier avec le desserrement du temps de travail à l'ère des congés payés et l'encouragement à profiter des paysages français avec un désir de mobilité et de liberté de mouvement en croissance exponentielle.
Mais dans son ombre, l'autostop n'est pas qu'exaltation. Il figure bientôt en bonne place dans les débats croissants sur l'insécurité. L'autostop naît sous le Front populaire qui promet une vie où la culture et les loisirs ont désormais droit de cité autant que le travail. Les auberges de jeunesse, dont l'essor devient emblématique du Front populaire, l'esprit de fraternité et de rapprochement de la nature sont saisis par la loi des années 70 qui ont la dent dure contre ce resquillage routier. Les hasards de la route, l'audace, la ruse et les astuces d'une bonne pratique de l'autostop relèvent aussi de la reconnaissance sociale pour se fier à celui ou à celle qui lève le pouce et celui ou celle qui s'arrête sur le bord de la route et ouvre sa portière. Le goût du voyage n'a plus l'exotisme pour horizon, la réussite de l'autostoppeur n'est plus d'atteindre héroïquement son point d'arrivée. L'aventure n'est plus la destination, elle se niche dans l'expérience, dans l'attitude adoptée sur la route elle-même, dans la prouesse du débrouillard qui provoque le hasard, une aventure sociale qui visite l'inconnu, le cherche et l'interpelle. En tout cas pour ceux qui le pratiquent ou l'admirent. Pour d'autres, c'est une forme de mendicité qui répugne, un abus des règles de l'hospitalité mobile, un signe ostentatoire et impudique de son manque de moyens, un comportement de profiteur. Réservoir de faits divers, l'autostop entre par la voie express au panthéon des mythes de la route et des légendes urbaines. Si les actualités télévisées s'amusent à comparer le temps d'attente d'un homme en kilt, d'une jeune femme, d'un militaire en uniforme et d'un abbé en soutane dans les sujets qui inaugurent les périodes de vacances estivales, bientôt l'autostop devient la hantise des parents d'adolescents et rétablit une version contemporaine des détrousseurs de grands chemins. Avec ses histoires de vol, de raquettes et d'agressions, ces épisodes graveleux, voire violents dans un climat d'anxiété, nourris par les statistiques de la délinquance naissante, en corrélation avec les sondages sur le sentiment d'insécurité dans les années 60, sans oublier le goût prononcé de la presse pour les faits divers et les crimes de l'autostop, qui évoque désormais l'effroi après avoir incarné la liberté de choix. Désormais rare et exceptionnelle, l'autostop reste une pratique de celles et ceux qui n'en ont plus de choix. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Marion Dupont, Anne Toscan-Viudès, Odile Joessel, Juliette Corbel-Vivas et Maïwen Guizhou. À écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr et sur l'application Radio France. Demain, nous partons dans le Vercors. Le Vercors